Bonjour à tous, dans la grande interview, aujourd'hui je reçois un ancien directeur général de la police nationale, actuellement vice-président LR de la région Île-de-France en charge des questions de sécurité, Frédéric Pechnard. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous présenter un nouveau livre et nous parler sécurité, votre troisième ouvrage, je crois, Lettre à un jeune flic aux éditions Talendier, est un fort témoignage, je vous cite, un cri d'amour pour la police, un signal de détresse vers les politiques. Est-ce que vous confirmez ce que nous a récemment dit la capitaine de police Agnès Naudin? Il y a un vrai malaise dans la police. Oui, absolument. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre. D'abord, c'était un acte de transmission. J'arrive à un âge où on pense à la transmission. Et comme vous l'avez dit, c'est un cri d'amour pour la police. J'ai aimé passionnément ce métier. Et également un cri d'alerte pour les politiques. Parce que depuis, la police a toujours été un métier difficile. Mais depuis quelques années, je constate au quotidien que c'est de plus en plus difficile pour les policiers. Et donc, je suis relativement inquiet. Mais en même temps, c'est un livre d'espoir, parce qu'il y a des solutions. Je les détaille à la fin. Il y a des solutions, une espèce de plan Marshall pour la police, à budget constant d'ailleurs. Moi, je ne cherche pas à faire des dépenses extravagantes et inutiles à l'État qui permettront à la police de retrouver l'équilibre dont elle a besoin. Alors avant de parler des solutions, on va parler des causes de ce malaise. Vous mettez en avant le manque de moyens, la déconsidération, le surmenage, les suicides. Alors les deux premiers sont d'ailleurs tout à fait liés. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes policiers pour écrire ce livre. Et je voulais savoir si c'était très différent de nous, de notre génération. Et en fait, pas tellement. J'ai retrouvé les mêmes envies, les mêmes inquiétudes que celles qu'on pouvait avoir. Mais ce qui m'a frappé, c'est ces jeunes policiers, ils sont tous victimes d'une espèce de ce qu'ils appellent eux-mêmes un manque de considération. Et ça se traduit comment, ce manque de considération? Par des moyens matériels qui ne sont pas à la hauteur. Vous savez, quand vous travaillez dans un commissariat obsolète avec les murs qui s'écroulent, avec l'eau qui s'infiltre, avec les toilettes qui sont bouchées, quand vous travaillez avec des voitures qui ont 240 000 km et qui tombent en panne un jour sur deux, que votre gilet pare-balles est lui-même périmé et que votre imprimante cassée n'est pas remplacée, vous avez l'impression quoi? Vous avez l'impression qu'on se moque de vous. Et que si on se moque de vous, c'est parce qu'on estime que le métier que vous faites n'est pas important. Et c'est ça que ressent fondamentalement les policiers, et notamment les policiers de sécurité publique aujourd'hui. Ils ont l'impression, par ce manque de moyens, que finalement le gouvernement leur manque de considération. Et c'est la première chose à faire. Il faut faire un grand plan de modernisation de la police nationale. Il y en a eu. Moi, j'ai été policier 30 ans. J'ai vécu deux périodes fastes, sous Joxe d'abord et sous Nicolas Sarkozy ensuite, où il y a eu des plans de modernisation sur 4 ans, sur 5 ans, où on réhabilite les locaux, on envoie des voitures neuves, etc., etc. On va le détailler. Il y a eu un regain de considération après les attentats de Charlie. C'est un peu retombé depuis. Je rappelle qu'en France, il y a 150 000 policiers, 100 000 gendarmes, 25 000 policiers municipaux et 160 000 agents de sécurité privée. Ce n'est donc pas le nombre de policiers qui est en cause pour vous, mais les moyens qui leur sont accordés. Plan de rénovation, dans le détail, qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, la première chose, et vous l'avez très bien dit, c'est les effectifs. Finalement, moi, je suis toujours frappé par la pauvreté intellectuelle du débat sur la sécurité en France, qui se résume, allez, 95 fois sur 100 à « il manque des effectifs ». Plus d'effectifs. Bon, c'est pas du tout le sujet. On prend le problème complètement à l'envers. Il faut d'abord savoir quelle mission veut faire la police. Il y a 160 000 agents de sécurité privés, peut-être il y en aura davantage, des policiers municipaux, des gendarmes. Donc chacun, on doit essayer d'organiser une complémentarité entre tous ces gens-là, et bien sûr pas une concurrence. Bien. Donc première question, quelle mission pour la police? Et après seulement, on doit se poser la question des moyens. Et dans les moyens, il y a les effectifs, naturellement, mais il y a également tout le reste. C'est-à-dire que ça sert à quoi de mettre 10 policiers de plus dans un commissariat s'ils n'ont pas d'endroit où s'asseoir, s'ils n'ont pas de voiture pour patrouiller, et s'ils n'ont pas de matériel et s'ils ne sont pas entraînés. Or, il y a une dérive depuis à peu près 2012. Quand j'étais directeur général de la police a toujours été un travail d'hommes et de femmes. 80% du budget de la police, quand j'étais directeur général, c'était sur la masse salariale et 20% sur tout le reste. La construction des commissariats, l'achat de véhicules, mais également les missions, la formation, etc. Eh bien aujourd'hui, ça n'a cessé de se dégrader, la masse salariale continue à augmenter, le reste diminue, et on est à 90% de masse salariale et seulement 10%. Donc vous avez un phénomène, c'est des policiers mieux payés, tant mieux, des policiers en plus grand nombre,
Pourquoi pas? J'y suis pas absolument hostile, loin de là. Mais derrière, au contraire, tout le reste descend. C'est ce que j'appelle la paupérisation de la police nationale. Et malheureusement, le projet de loi de finances de 2020 ne fait qu'aggraver ça. Encore une fois, et pourtant j'ai écrit le livre déjà avant ce projet de loi de finances, puisque la masse salariale va encore augmenter de 3,60%, et tout le reste, ce qu'on appelle le hors titre 2, diminue de 17%. Les policiers qui font grève, une première depuis 18 ans, les pompiers qui font grève, les pompiers qui s'affrontent avec la police, est-ce que c'est la résultante de tout ça ? Alors, pas vraiment. La grande manifestation des policiers, effectivement, c'est la résultante de tout ça. Des manifestations unitaires de policiers sont extrêmement rares. La dernière, vous l'avez dit, c'était il y a 18 ans, en 2001. De 2001 jusqu'en 2019, il n'y a pas eu de manifestation de tous les syndicats de police. Donc on voit bien que ce n'est pas tous les jours qu'ils descendent dans la rue, et donc c'est particulièrement important. En ce qui concerne cette dernière manifestation, celle du 2 octobre, dite la manifestation de la colère selon les syndicats de police, effectivement c'est tout ça, avec la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui est la réforme des retraites, où le gouvernement envisage de retirer les quelques avantages qu'il y avait à être policier en termes de retraite. Alors Frédéric Pechner, dans son livre Passion, Nicolas Sarkozy trouve, je le cite, « stupide qu'un policier attaqué par un délinquant qui lui tire dessus n'ait pas même le droit de présomption de légitime défense et, s'il fait usage de son arme, qu'il doive démontrer qu'il était dans une situation d'urgence absolue. » Vous en pensez quoi? Vous savez que j'ai la plus grande amitié et le plus profond respect pour Nicolas Sarkozy. Moi, sur la légitime défense, je suis assez clair. Je n'ai jamais fait partie des gens qui demandaient que les policiers puissent ouvrir le feu dans n'importe quelle condition. La légitime défense permet quand même de réagir aux actions les plus dangereuses. Et je pense que le cadre actuel de la légitime défense est satisfaisant pour autant que les tribunaux ne la restreignent pas. Voilà, c'est ça qui est un petit peu important. Il y a la loi et il y a la jurisprudence. Ouais. Voilà. Alors, ce qui est difficile dans la légitime défense, en gros, ça veut signifier qu'un policier ne peut tirer que quand il est lui-même menacé. Oui. Ce qui me paraît, moi, à peu près conforme à ce que doit être une police démocratique. Donc, quand vous êtes menacé, vous pouvez riposter, mais riposter, il faut que ce soit immédiat, il faut que ce soit proportionnel. Et toute la difficulté, c'est l'immédiateté. Par exemple, il y a une voiture qui vous fonce dessus, vous êtes en barrage, elle vous fonce dessus, vous êtes à pied. Si vous tirez sur la voiture, vous êtes en légitime défense. Et puis au moment où elle va vous écraser, vous jetez sur le côté, vous continuez à tirer, vous n'êtes plus en légitime défense. Ça se comprend facilement intellectuellement et juridiquement, ça se comprend évidemment beaucoup moins bien quand vous êtes dans la rue. Humainement parlant. Humainement parlant, puisque c'est en fait la même action, et c'est là où on doit peser le pour et le contre. Donc la loi est juste. La loi est juste. Par contre, ce qui est important, c'est de protéger les policiers. Et la jurisprudence doit probablement évoluer pour protéger mieux les policiers. Alors, Nicolas Sarkozy dit encore qu'il croit beaucoup en la pérennité et l'efficacité du renseignement humain, donc au fait d'avoir des informations, entre autres, au sein des quartiers et des mosquées salafistes, dans ce cas de figure. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'on... Cette police comme ça en immersion manque un peu pour les remontées d'informations? Alors, sans aucun doute, là-dessus, il a absolument et complètement raison. On a développé, un peu comme les Américains d'ailleurs, heureusement moins qu'eux, mais le tout technologie. La technologie a des immenses avantages. Il faut qu'on soit capable, effectivement, de décrypter les messageries cryptées type WhatsApp. Il faut qu'on soit capable de suivre un certain nombre de flux Internet. Il faut qu'on soit capable de localiser des gens qui ont des téléphones satellites dans le désert, etc., etc. Donc tout ça demande bien sûr de la technologie, des techniciens et des investissements. Mais et c'est pas contradictoire, il faut aussi qu'on développe, et qu'on développe beaucoup plus encore, tout l'aspect humain. C'est-à-dire que pour savoir ce qui se passe à l'intérieur d'une mosquée salafiste, eh bien le mieux, c'est quand même d'avoir ou un informateur ou un agent infiltré à l'intérieur qui puisse écouter et savoir ce qui se passe. C'est plus efficace que tout. L'un ne va pas sans l'autre. Et je pense qu'en France, on a légèrement déséquilibré avec moins de renseignements humains, plus de renseignements techniques. Le renseignement technique posant moins de problèmes. Le renseignement humain étant quelque chose de beaucoup plus délicat à manier et qui peut faire peur également. Moi, je crois qu'il ne faut pas hésiter et qu'il faut renforcer de manière très significative le renseignement humain. On en manque en France aujourd'hui. Alors, toujours dans Passion de Nicolas Sarkozy, il y a une dizaine de pages qui parlent justement très intéressantes sur la sécurité en général en France. Est-ce que vous pensez que le problème est justement sur en ce qui concerne la quantité d'infos, c'est pas la quantité d'infos qui est remontée
parce qu'il y en a, et il y en a beaucoup, et qui est parfois pas traité, mais justement la capacité à les interpréter et à les hiérarchiser pour les rendre plus opérationnels. Bien sûr, c'est ça le vrai problème. Si on parle du terrorisme, c'est le vrai problème. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on peut penser, la détection des signaux faibles, ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire voir que quelqu'un est en train de changer, il se laisse pousser la barbe, il ne serre plus la main aux femmes, etc., cette détection-là, elle est parfaitement faite. Elle est très bien faite, et finalement, à l'arrivée, nous avons un fichier qui s'appelle le fichier des radicalisés, enfin le nom est un petit peu plus long, mais enfin, en gros c'est ça, et dans lequel on a 20 000 personnes. C'est à la fois peu sur 67 millions de Français, et beaucoup si vous êtes persuadé que ces 20 000 personnes peuvent un jour passer à l'acte. Mais ça, on est capable, on le fait d'ailleurs très bien, nos services de renseignement le font très bien, on est capable d'isoler ces 20 000 personnes. Ce qu'on sait moins faire, au contraire, c'est le haut du spectre. C'est-à-dire, parmi ces 20 000 personnes, lesquelles vont passer à l'acte. Voilà. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile. Donc ces gens-là sont suivis individuellement par les services de renseignement territorial ou des GSI. Et c'est là où on a des réussites, mais on peut aussi avoir des échecs. Et en fait, c'est toute la difficulté. C'est parmi ces gens-là, lesquels vont passer à l'acte, quand et pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut justement améliorer au sein des services publics aussi sensibles que ceux de la police ou de la gendarmerie? On voit concernant l'attentat de la préfecture de police, avec un peu de recul aujourd'hui, pourquoi le signalement n'a pas été fait et quels sont les enseignements à en tirer? Alors moi, je pense que dans cette affaire, l'affaire des préfets de police, qui est un drame absolu, puisque nous avons 4 policiers qui ont été assassinés, et assassinés par un de leurs collègues. Vous savez, ça me fait penser à Magnanville. À Magnanville, il y avait un couple de policiers qui ont été assassinés chez eux. Or, ça fait partie aussi du malaise et des difficultés de la police. Quand vous rentrez dans la police, vous savez que vous faites un métier qui est dangereux. Vous savez que vous pouvez être tué, vous savez que vous pouvez être blessé. Je lisais les statistiques ce matin. 10 000 policiers et gendarmes ont été blessés en mission cette année, plus 15% par rapport à l'année dernière. Mais ça, c'est quelque chose que personne n'a envie d'être blessé ou d'être tué, mais que quand vous rentrez dans la police ou dans la gendarmerie, vous acceptez ça. Vous savez que ça peut vous arriver. Ça fait partie, entre guillemets, des risques du métier. Par contre, être attaqué chez soi, être tué, sa femme tuée, son mari tué, devant son enfant, ou d'être attaqué par un collègue à l'intérieur de votre commissariat ou de votre caserne, eh bien, c'est quelque chose qui est absolument insupportable. Voilà. Donc, dans l'affaire de la préfecture, je pense qu'il y a eu des dysfonctionnements graves. Il est parfaitement insensé de se rendre compte qu'un individu qui s'est converti, qui s'est radicalisé, qui a tenu à haute voix et devant des collègues des propos sur Charlie au moment de l'attentat de Charlie, ait pu rester dans un service de police d'une façon générale, et encore plus un service de renseignement qui est justement chargé de lutter contre l'islamisme, contre le terrorisme islamique. Voilà. Donc là, il y a vraiment des dysfonctionnements majeurs. Moi, j'attends de la justice et de la commission d'enquête qui est menée par Éric Ciotti, qui est député des Républicains, d'avoir des réponses. Quels sont les dysfonctionnements? Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour éviter que ces dysfonctionnements se reproduisent. Je crois qu'il faut avoir des procédures qui soient extrêmement sérieuses, extrêmement strictes, et s'y tenir. Et puis, ma foi, il y a des gens qui n'ont rien à faire dans les services de renseignement. C'est pour ça qu'on a créé le secret défense, c'est pour ça qu'il y a une habilitation au secret défense, et je crois qu'il faut vraiment être très strict là-dessus. Et visiblement, il y a eu un petit peu de laxisme dans cette affaire. D'ores et déjà, à partir du moment où il y a des signes extérieurs, il faut trancher. Il faut être écarté. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être révoqué, ça ne veut pas dire qu'il faut aller en prison, mais à partir du moment où un radicalisé, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui, à un moment donné, met la loi religieuse au-dessus de la loi de la République. Par exemple, quand vous refusez de serrer la main d'une femme quand vous êtes au boulot, ou quand vous ne voulez pas travailler sous les ordres d'une femme pour des raisons religieuses, vous êtes un radicalisé. Vous estimez que la loi religieuse est plus importante que la loi de la République. La loi de la République, c'est l'égalité homme-femme. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas rester dans un service public. Et alors, en tout cas, pas dans un service public régalien comme la police ou les services de renseignement. Si on ne serre pas la main, on peut faire la bise. Je rigole. Il y a aussi ce problème de radicalisation dans les transports publics, les universités et les entreprises. Quels sont les moyens aussi des services publics, des transports publics Alors, dans les transports publics, on a une loi qui prévoit, alors qui n'est pas parfaite, mais qui est déjà un premier élément de réponse, puisque pour certains postes, par exemple la RATP, pour les conducteurs, peut demander une enquête auprès d'un service qui est rattaché à la Direction Générale de la Police Nationale, et ce service va dire, là il y a un danger, et si ce service dit qu'il y a un danger, c'est le Service National d'Enquête administrative de sécurité, le SNEAS, je crois, de mémoire, si ce service dit qu'il y a un danger, eh bien, on peut ne pas recruter cette personne, ou le licencier, ou le mettre à un autre poste moins dangereux. Je crois qu'on est dans une bonne configuration, c'est ce qu'il fallait faire, probablement il faut l'étendre.
Parce qu'on a de plus en plus le cas, par exemple, de chauffeurs de bus, effectivement, dans les quartiers sensibles. Et ils ont été engagés, ils venaient d'ailleurs des quartiers sensibles, c'est pour ça qu'ils ont été engagés, pour pouvoir circuler plus facilement. Et on a souvent, dans l'actualité, des problèmes qui remontent à ce niveau-là, avec les femmes, entre autres. Mais tout le monde peut comprendre qu'on ne peut pas avoir un radicalisé qui est susceptible de basculer dans l'action violente à un moment, comme conducteur d'un bus, comme bagagiste dans un aéroport, etc. Voilà, c'est des gens qu'il faut... ça ne veut pas dire qu'il faut les empêcher de vivre, mais ça veut dire qu'il y a un certain nombre de métiers à risque qui ne peuvent pas être confiés à des gens qui eux-mêmes sont à risque. Et pour les universités, les entreprises ? Alors, les entreprises, c'est du droit privé. Les choses sont, à partir du moment où c'est une entreprise privée, les choses sont un petit peu différentes. Et ça, c'est à chaque actionnaire, à chaque patron de décider de ce qu'il veut faire. À l'université, alors, là aussi, là, il y a une loi, la loi de 2003, à la suite de la commission de Stasi, qui est la laïcité absolue et le fait de ne pas avoir de signes extérieurs de religion. Ça, c'est quelque chose qu'il faut maintenir absolument. À l'école, à l'école depuis la maternelle jusqu'à l'université, il faut que la laïcité soit la règle absolue. Alors, pour en terminer avec tout ce qui est risque attentat, en termes de sécurité en général, je vous donne un exemple. On est encore en vigilance niveau attentat, je crois. Pourquoi, justement, alors qu'un attentat peut encore survenir à tout moment, par exemple, dans les grands magasins, ils ne fonctionnent pas tous pareil. Je l'ai vécu. Certains continuent les fouilles et détections aux entrées, d'autres pas, par peur d'effrayer les clients, et parce que certains concurrents ne le font pas, donc eux-mêmes ne font pas de fouilles et ne font pas de vérification aux entrées. C'est totalement impensable. On a quand même régulièrement des risques, et aujourd'hui, on rentre dans un grand magasin comme ça. Tout peut dire, on est dans une période de risque majeur. C'est-à-dire que personne ne peut dire... Vous savez, moi, je fais des conférences sur le terrorisme, et le seul avantage de ces conférences, c'est que quel que soit le moment auquel on le fait, on est toujours dans l'actualité. Il s'est toujours passé un acte terroriste en France, à l'étranger, dans la semaine qui a précédé. Donc on est rentré depuis 2012 dans... On a été confronté au terrorisme déjà, naturellement, et depuis longtemps. Mais enfin, disons, le terrorisme islamique a commencé à nous frapper, nous les Français, de manière très sérieuse à partir de 2012, et plus particulièrement d'ailleurs à partir de 2015. Ce risque, il va continuer encore longtemps. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'en débarrasser demain matin. Donc, il faut qu'il y ait des plans, bien sûr. Ces plans, ils ont l'inconvénient de monter et de jamais redescendre, parce que c'est assez difficile. Mais moi, je crois aux plans, mais je crois plus que tout à ce que j'appelle la résilience. C'est-à-dire que je suis frappé en France de la façon dont on réagit. C'est-à-dire qu'au moment où il y a l'attentat, on surréagit. C'est-à-dire que tout le monde en parle pendant 3 jours, on est absolument saturé d'informations. Et puis, passer la première émotion, immédiatement, personne n'en parle plus. Et si vous voulez, on passe notre temps à surréagir et sous-réagir. Et ce que je pense, et pour revenir à vos problèmes de grands magasins, c'est qu'il faut au contraire qu'on essaye d'avoir un niveau stable moyen, ce que j'appelle la résilience. C'est-à-dire qu'on doit toujours au fond de nous se préparer à un attentat, faire attention à ce qu'il y a autour de nous, parce que c'est comme ça. Je ne dis pas que ce soit très agréable, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui nous ont déclaré la guerre, qui veulent notre perte, qui veulent changer notre société, notre démocratie, notre République. Ben, il faut le savoir, et il faut s'y préparer en permanence, ne pas surréagir au moment de l'attentat, rester calme et ne pas surréagir le reste du temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaye de trouver un équilibre général dans le temps, parce que ça va durer, qui soit efficace entre liberté et sécurité. Vous ne pouvez pas non plus, systématiquement partout, fouiller tout le monde. À un moment donné, je vais vous donner un exemple. On a essayé de mettre des détecteurs de métaux à l'entrée des gares. Un peu comme on a fait dans les aéroports. Bon, c'est juste impossible, parce que si vous les mettez dans les gares, déjà des files d'attente terrifiantes, ben pourquoi pas dans les RER? Bon, vous imaginez bien que les gens qui prennent le métro ou le RER ne peuvent pas partir 3 heures avant, c'est pas comme vous prenez l'avion. Donc on voit bien que ce type de solution est impossible dans le RER ou dans le métro. Donc il faut trouver autre chose. Il faut trouver autre chose comme moyen de sécurité. Pourquoi on le fait dans les avions et pas dans les trains? Mais parce que ça ne serait pas possible. C'est tout, c'est une question de possibilité. Vous pouvez le faire dans un avion, parce que les gens sont d'accord pour venir avant, parce qu'un avion, finalement, il n'y a pas trop de monde, vous avez 200 personnes dans un avion, vous pouvez les contrôler, et vous ne pouvez pas le faire dans un train. J'en parlais dans une autre émission, on a des trains qui font Espagne-France, c'est le cas en Espagne. Quand vous partez de l'Espagne, vous avez des détecteurs et des fouilles, et par contre, après, il y a des arrêts en France et tout le monde rentre... Eh ben, si vous prenez le Thalys,
Quand vous partez de Paris, vous êtes contrôlé, mais quand vous descendez à Bruxelles ou que vous revenez de Bruxelles, vous ne l'êtes pas. On voit bien que c'est pas sérieux de faire ça. Il faut une sécurité pour être efficace, il faut qu'elle soit efficace et il faut qu'elle soit supportable. Si la sécurité qu'on vous demande n'est pas supportable, elle est contournée. Donc, par exemple, dans les gares ou dans les RER, il y a des possibilités. Il y a les chiens explosifs, et puis il y aura un jour prochain, la reconnaissance faciale. On aura un jour en France ce 3e fichier de police technique scientifique. On a le fichier des empreintes digitales, le fichier des empreintes génétiques. On aura un fichier de reconnaissance faciale. Et avec les caméras qui sont dans le métro et ailleurs, vous passerez. Et si vous êtes recherché, si vous êtes connu, et on s'aperçoit que la plupart des terroristes qui sont passés à l'acte étaient connus des services de renseignement français, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Après, ce que les gens ne comprennent pas forcément, c'est comment, alors qu'on les connaissait, ils ont quand même réussi à passer à l'acte, mais comme on les connaît, ça veut dire qu'on peut les détecter grâce à la reconnaissance faciale. Et là, effectivement, vous avez, il y a des gens qui passent sur le métro, le RER, et tout d'un coup, paf, on détecte cette personne et on l'interpelle. C'est un des moyens de sécurité qu'il faudra mettre en œuvre prochainement, et qui est un moyen qui est raisonnable, efficace et qui ne contraint pas la liberté des gens. On va en parler dans un instant, lié à la sécurité privée et le continuum de sécurité. Je voulais juste terminer avec cette problématique plus générale concernant les malfrats qui tiennent les rues dans les zones de non-droit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les reprendre? On sait que c'est aussi parfois un nid en ce qui concerne le terrorisme. Que peut faire l'État là-dessus? Alors, en l'occurrence, c'est plutôt les affaires dont on parle, autour de Chanloup-les-Vignes, etc. Là, on est vraiment dans des bandes criminelles. C'est-à-dire qu'on a des gens qui tiennent notamment le trafic de stupéfiants, pas uniquement, mais notamment le trafic de stupéfiants, par la force, et qui vont tout faire pour empêcher l'État de revenir ou de venir. Et quand je dis tout faire, c'est non seulement attaquer la police, mais également les pompiers, SOS médecins, etc., parce qu'ils veulent rester maîtres chez eux. Et finalement, moins il y a d'État dans leur petit quartier, dans leur petit coin, plus ils sont puissants. Donc oui, il faut reprendre pied. Alors les policiers n'ont jamais cessé de guerroyer pour reprendre pied, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des affrontements. Un affrontement, c'est un petit peu comme une réaction à un vaccin. Ça veut dire que les policiers, y vont et empêchent les gens de bosser. Et là, vous avez donc des criminels qui vont utiliser notamment de la main-d'œuvre pas chère, qui sont les jeunes qui vont leur servir soit pour porter de la cam, soit pour faire le guet, et là, pour affronter la police, pour mettre le feu, etc., pour créer... c'est une guerre de territoire, ni plus ni moins, et il faut que la police reste maître du terrain. Le plus fort, c'est celui qui tient la rue, et c'est à nous d'être les plus forts. Mais pour inverser la tendance, il faut y aller. Il faut continuer. Oui, bien sûr. Et là, il n'y a pas un problème d'effectifs? Il ne faut jamais lâcher. Non, ce n'est pas un problème d'effectifs. En l'occurrence, d'abord, des effectifs, il y en a. Après, peut-être qu'ils sont mal répartis. Et puis, vous avez aussi une façon d'augmenter les effectifs sans augmenter le nombre de fonctionnaires. Je le dis dans mon livre, il faut payer les heures supplémentaires. Aujourd'hui, les policiers français, à l'exception des CRS, quand ils travaillent plus, ils ne sont pas payés plus. Ça veut dire qu'ils ont des jours de vacances en plus. Par exemple, quelqu'un qui va travailler un samedi et un dimanche, eh bien après, pendant 3 jours, il va être en vacances. Donc le lundi, le mardi et le mercredi, il ne sera pas sur le terrain. Si vous payez les heures supplémentaires, le lundi, le mardi et le mercredi, il sera sur le terrain. Donc les policiers seront mieux payés, sont donc contents, et ils seront plus présents sur le terrain, et donc ils seront plus efficaces, et la population sera contente, à effectif constant. Donc il faut peut-être un budget un petit peu plus important aussi. Pas forcément. Non. Il faut payer les heures supplémentaires, ce qui ne veut pas dire avoir un budget plus important. Moi, toutes les propositions que je fais, c'est à budget constant. C'est-à-dire que vous allez... Si vous, par exemple... Sur quoi vous prenez l'argent des heures sup? Je prends l'argent des heures sup sur Aujourd'hui, vous l'avez dit, 150 000 policiers, 100 000 gendarmes, 25 000 policiers municipaux. Si vous comparez ça avec les autres pays européens, vous apercevez qu'on est dans la même moyenne. À part l'Angleterre, où il y a beaucoup moins de policiers par habitant, mais en gros, il y a à peu près le même nombre de policiers, gendarmes, tout confondu, par habitant, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Voilà. Et l'Angleterre, qui est pourtant louée pour la qualité de sa police, eux, ils ont beaucoup moins de policiers par habitant. Donc on voit bien que le sujet, ce n'est pas un problème d'effectifs. Et là, il y a un plan qui consiste à recruter 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. En année pleine, ces 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires coûtent 500 millions d'euros. Voilà, 500 millions d'euros. J'estime que les heures supplémentaires payées, non pas en stock, mais en flux, c'est 60 millions d'euros par an, si on veut payer les heures supplémentaires. Vous mettez 100 millions sur les heures supplémentaires, 60 millions pour payer le flux, 40 millions pour résorber au cours des années le stock.
et vous mettez 400 millions de l'autre côté pour un plan de modernisation que vous faites sur 10 ans, ça fait 4 milliards d'euros sur 10 ans pour construire des commissariats, acheter plus de voitures, etc., eh bien, à budget constant, vous avez une meilleure police, mieux équipée, avec des heures supplémentaires payées. Et donc, il y aura un meilleur résultat parce que les policiers seront plus contents de travailler, auront les moyens de travailler, et vous aurez de l'efficacité dans la lutte contre la délinquance et moins de livres comme le mien. Il n'y a plus qu'à.